Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, bonsoir. Bienvenue pour une nouvelle rencontre de l'Institut Maïmonide, de l'Institut universitaire Maïmonide Averroès de Guadalcanal. Et ce soir, nous avons le bonheur, la joie, l'honneur de recevoir un jeune universitaire et brillant universitaire par la personne de Jérémy Gage, qui nous vient de Nice et qui a commis de nombreux ouvrages scientifiques et de vulgarisation, et notamment sur l'histoire des Juifs de France. En tout premier lieu, j'aimerais excuser Michael Delafosse, maire de la ville de Montpellier, président de la métropole, mais qui est bien représenté par son adjointe Mylvie Auguet, que je salue. Excuser également la présidente de la région occitane des Pyrénées-Méditerranée, Carole Delga. Et j'aimerais, car il vient de nous quitter, que nous observions une minute de silence pour Valérie Bousquet, qui était membre de Sépharim, qui était une fidèle de l'Institut Maïmonide depuis l'an 2000. Elle venait régulièrement à nos manifestations à l'époque où elle était responsable de la presse, c'était à 13 ans. Et c'est une perte pour l'Institut Maïmonide, pour Sépharim, pour la culture, de manière générale, à Montpellier. Je vous remercie. Alors, vous suivez la programmation maïmonidienne, averroïste et thomiste, et donc vous avez sûrement dû écouter et entendre nos orateurs du mois de février, Moshe Levin pour le dialogue interreligieux, Richard Praski pour la situation des Juifs en France, et Noémie Leroy pour la Shoah dans le Midi toulousain. Alors là, avec Noémie Leroy, nous avons débuté une série de 3-4 conférences proposées par de jeunes et brillants universitaires. Noémie qui poursuit donc son doctorat sur la Shoah dans la région toulousaine. Désormais, nous accueillons Jérémy Gage pour l'histoire des Juifs de France. Et la semaine prochaine, nous accueillerons Jacques-David Elgui, qui est un universitaire parisien, pour parler de Kafka. Puis ensuite, nous pensions faire un petit break avant d'attaquer la fin de l'année avec, on peut le dire désormais, Jean-Michel Roger, un deuxième printemps des consciences, avec des petites surprises. Mais le mois d'avril ne nous permettra pas de lever le pied, puisque, je vous l'annonce, le 21 avril, dans cette même salle à 18h30, nous accueillerons Rachel Kahn pour parler de son dernier livre. Ce sera une rencontre grand public, très médiatique. Je vous enjoins d'être présent, et relativement tôt. Le 21 avril à 18h30, Rachel Kahn sera l'invitée de l'Institut Maïmonide. Et le 16 mars, Nice. Et le 16 mars, Nice, absolument, une manifestation pour laquelle l'Institut Maïmonide est partenaire. Donc sur le deuxième printemps des consciences, je ne dirai pas grand-chose, mais pour ne pas dévoiler, pour ne pas déflorer cette programmation, mais vous retrouverez bien évidemment ceux qui sont déjà inscrits dans cette liste d'universitaires, de chercheurs, de journalistes, de gens de grand public. Évidemment, vous aurez les deux universitaires prévus pour le mois de juin, Mohamed Ali Amir Boizi, qui est directeur d'études de l'école pratique des hautes études, et qui est d'origine iranienne. Perse est parti avant l'arrivée des Mollahs en 1979, et là on espère, voilà, je me mouve, que c'est la fin du régime des Mollahs, et nous recevrons également la présidente de l'Institut Maïmonide, Mireille Adas-Ledoux. Alors, c'est Christine Guimonet, qui est professeure au lycée Camille-Pissarro de Pontoise. C'est grâce à elle que nous avons été en contact avec Jérémy Gage, et nous la remercions chaleureusement de nous avoir permis
d'accueillir Jérémy pour parler de l'un de ses derniers ouvrages, l'Histoire des Juifs de France, qui est paru aux éditions Presse Universitaire de France, collection que sais-je, et il aura le plaisir de vous dédicacer quelques exemplaires. Je la remercie chaleureusement, c'est elle qui va vous présenter notre jeune et brillant orateur. Remercier Midi Libre, la Gazette de Montpellier et Radio Aviva qui ont annoncé l'événement. Christine va vous présenter donc cet universitaire niçois qui a écrit sur l'histoire des Juifs en France. Vous savez que la présence hébraïque, que la présence des représentants de la loi mosaïque remonte à des temps immémoriaux, au minimum depuis le 1er siècle, avec la découverte au plan de Hong dans les années 60 d'une lampe à huile, avec un chandelier à 7 branches, présence donc fort ancienne, plurimillénaire, avec évidemment au Moyen-Âge, par moments des temps fastes et aussi des temps obscurs, bien évidemment, lorsque l'on songe au XIVe siècle et qui voit l'expulsion des Juifs de l'Hexagone par les différents mandats français de Philippe le Bel à Charles VI de 1306 à 1394, une césure, puis la Révolution, la France étant le premier pays en Europe à émanciper tout un chacun et les Juifs qui vont s'intégrer harmonieusement au courant XIXe dans la société française, etc., jusqu'à la période contemporaine. C'est un véritable plaisir d'accueillir Jérémy Gage, c'est un temps fort de la saison maïmondienne, et je donne tout de suite la parole à Christine. Merci Michael, bonsoir mesdames, messieurs. Je vais commencer par te remercier d'avoir accepté d'inviter Jérémy, qui est à la fois un ami et un collègue. Donc, comme vous le voyez, il est historien, maître de conférence à l'Université de Nice en histoire contemporaine. C'est une université qui est tournée vers l'étude du monde méditerranéen au sens large, autant en géographie qu'en histoire. Et dans cette université, où nous avons tous les deux fait nos études, ont enseigné de grands historiens comme André Lechy, Henri Bresque, François-Xavier Emmanuelli, Denis Mingeot et Monique Zerner, qui sont des médiévistes. Et bien sûr, un des spécialistes de l'histoire de l'immigration, Ralph Shore, qui fut mon professeur et bien sûr ton directeur de thèse. Et je ne pense pas faire un éloge trop important en disant que tu appartiens à cette belle relève scientifique qu'il y a à l'Université de Nice avec Pierre-Yves Borpère, Anne Grosgini, Sylvia Margazali. Donc tu es aussi rédacteur des Cahiers de la Méditerranée, qui est la revue scientifique de ce qu'on appelle le CNMC. C'est le Centre de la Méditerranée moderne et contemporaine. Ta thèse est consacrée à l'histoire de l'immigration sous la 4e République. Et tes nombreuses publications montrent ton intérêt pour l'histoire politique, puisque tu participes aussi au comité d'histoire parlementaire et politique qui publie la revue Parlement. Tes champs d'enseignement et de recherche concernent l'histoire politique, culturelle et sociale de la France, l'histoire des minorités au XXe siècle, l'histoire de l'immigration, celle des Juifs de France, bien sûr, celle des relations franco-italiennes, du fascisme et de ses circulations. Et tu es également tourné vers l'histoire des Juifs, et je trouve que, à titre personnel, c'est quelque chose de particulièrement fructueux parce que nous avons été dans des universités où il y avait très peu de cours, quasiment pas, sur l'histoire juive en France. Donc, que ce soit donc à Nice ou au sein de la Société d'histoire des Juifs de Tunisie, dont tu es le vice-président, et à travers des récentes publications. Donc, la première, c'est Le miroir des désillusions, les Juifs de France et l'Italie fasciste, 1922-1939. En 2024, les Juifs français et le nazisme, 1933-1939, histoire renversée. Et c'est la dernière publication, un que sais-je, qui est très dense, que tu vas évoquer ce soir, l'histoire des Juifs de France, cette remarquable synthèse que tu as publiée au PUF. Juste, excusez-moi, avant que Jérémy me prenne la parole, il m'est agréable de souligner, parce que c'est une amie qu'on a reçue à l'Institut Maïmonide, et notamment pour le colloque Julisac, qui vient de publier, qui vient de, comment dirais-je, de contribuer à cette belle publication. Sa femme, on n'est pas vous dire le Nord, c'est une revue universitaire, une revue d'études juives du Nord, Daron, c'est le Sud. Et Daniel Delmer l'a sollicité pour écrire un article de la minorité à la communauté des Juifs de Nice dans la cité 19e-20e, l'enracinement national par le local, point d'interrogation. Voilà, c'est l'occasion de dire toute notre estime, admiration et affection pour Daniel Delmer. Excusez-moi. Bien, merci beaucoup. Je suis extrêmement touché de tous ces mots, très honoré d'être parmi vous. Je remercie très sincèrement l'Institut et puis
être ici dans ce lieu si magnifique sous l'égide de Maïmonide, d'Averroès et de Thomas d'Aquin en ces temps où les ponts sont tellement rares me touche encore plus. Je remercie donc très sincèrement tous ceux qui ont permis cette rencontre, bien sûr Michael, Christine, une amie vraiment avec laquelle j'ai toujours un immense plaisir à travailler, tous ceux qui nous font l'honneur de leur présence, que ce soit de l'Institut ou de la mairie ou d'autres institutions, et puis vous toutes et tous qui nous faites l'amitié de votre présence. Alors ça a été rappelé, je vais vous parler ce soir, je dirais d'un pari, et c'est un second pari que de parler de ce qui était déjà un pari à l'origine, à savoir raconter une histoire extrêmement riche, Michael l'a rappelé, dans un format de 128 pages. Vous savez que c'est le format du que sais-je, donc il fallait en 128 pages raconter cette histoire extrêmement riche. Et juste pour vous rappeler très rapidement le contexte dans lequel cette écriture de ce livre s'est inscrite, c'est évidemment celui des lendemains du 7 octobre 2023. Je crois qu'il n'est même pas la peine de préciser l'année. Tout le monde évidemment connaît cette date et ces terribles lendemains, et puis son caractère de rupture extrêmement important. Et il est apparu qu'il n'y avait pas eu de que sais-je sur cette question depuis les années 1990. Il y avait eu un très bon que sais-je de Rita Lermont-Belot qui portait surtout sur l'émancipation des Juifs, et beaucoup de choses avaient été publiées depuis, et il fallait donc écrire cela. Donc c'est un livre que j'ai écrit dans ce contexte-là. Il m'a été demandé, je crois, début 2024 ou fin 2023, et j'ai eu 7 ou 8 mois, ce qui est très peu, pour l'écrire. Donc il m'a fallu faire des choix, et ce soir il me faudra en faire aussi, parce que je ne pourrai pas raconter ce qui est déjà le fruit d'un choix, vous l'avez compris, dans son intégralité. Michael a rappelé que la présence des Juifs en France remonte à des temps immémoriaux, elle est au moins bimillénaire. Il y avait des Juifs en France quand la France ne s'appelait pas encore France, et ils ont occupé dans son histoire et dans sa mémoire une place, c'est assez classique de le dire, mais je crois très fidèle à la réalité, une place à la fois centrale et périphérique. Mais je voudrais insister ce soir sur la place centrale plutôt que sur la place périphérique. Cette place centrale parce qu'on les retrouve toujours ou presque comme des acteurs de l'histoire, et je ne dis pas de l'histoire des Juifs de France, je dis bien de l'histoire française, de l'histoire de France, comme des acteurs, souvent, vous le savez aussi, comme des victimes, et parfois, c'est un des fils que j'ai essayé de tirer dans cet ouvrage, je n'étais pas le premier à formuler les choses ainsi, mais parfois comme aussi annonciateurs de bouleversements, de changements, de mutations, qui n'apparaissaient pas toujours aussi clairement à l'ensemble des Français. J'ai parlé, non pas dans cet ouvrage, mais à l'occasion d'une discussion sur cet ouvrage, de cette expression des Juifs comme baromètre de l'histoire des Juifs de l'histoire de France. Je crois que c'est un peu ce fil-là que je vais essayer de tirer ce soir. Alors, les Juifs, bien, on en parle évidemment depuis des siècles. Ils sont présents déjà dans les grandes chroniques de France de l'époque de Saint-Louis, et ils apparaissent, je dirais, non sans éclipse, dans tous les récits de la longue histoire de France, mais Christine a beaucoup écrit là-dessus. Sans doute ne sont-ils pas présents comme ils le devraient, ou en tout cas sous l'angle qu'ils le devraient, dans nos programmes scolaires, dans notre manière d'enseigner. Il y a encore du travail à faire, même si nous en parlons contrairement à ce que beaucoup disent. Les Juifs donc sont présents dans nos enseignements, mais il faut surtout veiller à ne pas les réduire uniquement à des périodes où ils étaient des victimes de l'histoire, et surtout où ils n'apparaissaient pas dans la complexité, dans la richesse aussi, et puis il n'est pas interdit de prononcer ce mot, dans le bonheur qu'ils ont pu connaître aussi, un bonheur toujours certes menacé, jamais complet, mais un bonheur quand même, à certaines époques, y compris de l'histoire contemporaine. Ce n'est donc pas un tableau noir que je vais dresser ce soir, évidemment beaucoup de ces touches le sont,
mais il y a aussi des moments, peut-être des moments, alors je ne sais pas s'il faut les appeler des moments de creux, après tout, pourquoi les moments où les choses vont plutôt bien ne seraient-ils pas considérés comme, j'allais dire, la vraie histoire, comme si la vraie histoire devait être toujours tragique. C'est un peu voilà, cela que je vais essayer de vous présenter ce soir. Avec, évidemment, un commencement que je placerai comme dans le livre d'ailleurs, à la fin du XVIIIe siècle, Michael l'a rappelé, au moment de ce qu'on appelle donc l'émancipation, où en fait l'histoire des Juifs et l'histoire de France fusionnent. À mon sens, ces deux histoires se sont croisées à maintes reprises jusque-là, elles fusionnent à partir de la fin du XVIIIe siècle, quand les Juifs, vous le savez, obtiennent les premiers en Europe, j'ai toujours quand même plaisir à le rappeler, leur émancipation, nous y reviendrons bien sûr. En gros, cette histoire de fusion, eh bien, elle remonte au moment où ils deviennent pleinement des Français. Il y a énormément de livres, souvent très bons, qui ont été rédigés sur cette question. Et donc moi, j'ai adopté, je dirais, 3 orientations pour donner un angle particulier à une narration. Et je revendique ce mot. Je crois qu'il fallait revenir à la chronologie, il fallait revenir aux évolutions, et il fallait aussi raconter ce que fut la vie même quotidienne de ces Juifs et de ces Juifs en France. Alors, ces 3 orientations, les voici. Tout d'abord, vous l'avez un petit peu compris, ne surtout pas réduire les Juifs. Alors, faut-il dire Juifs en France, Juifs de France, Juifs français, c'est une question que j'évoquerai vraiment en filigrane pendant ma conférence. Il faudrait une conférence entière sur cette simple question de terminologie, mais il ne faut pas les réduire simplement à l'histoire de l'antisémitisme, même si évidemment celui-ci est toujours présent. Mais il ne faut pas les réduire à cela, même si, et là je cite mon maître, dont Christine a parlé, Ralph Shore, qui est dans son livre sur l'antisémitisme en France pendant les années 30, avec ce sous-titre « Prélude à Vichy », dit, d'ailleurs c'est la première phrase du livre, il dit « L'histoire de la communauté juive constitue une longue suite d'épreuves séparées par quelques courtes périodes de répit. » C'est un peu cela. Mais ces périodes de répit, nous devons aussi les rendre à l'histoire et les raconter. Deuxième orientation qui sera la mienne, qui a été la mienne dans ce livre et qui sera la mienne ce soir, ne pas considérer les Juifs et l'histoire des Juifs comme une catégorie séparée de l'histoire de France et les Juifs comme un groupe à part de la société française. Faisons attention à la manière dont nous nommons les choses. C'est peut-être aussi une tendance qui s'est accentuée, y compris dans le discours parfois public sur les Juifs, de parler de communauté. Il y aurait beaucoup à dire sur ce mot. Ce sont des individus, ce sont des acteurs et des actrices qui ont un faisceau d'appartenances extrêmement divers, dont évidemment le judaïsme ou l'appartenance au judaïsme constitue un pôle extrêmement important, mais qui n'est pas le seul. Et donc, ils doivent être compris dans la société française et non pas en face à face ou en regard ou comme une portion, une fraction de cette société. Troisième orientation, eh bien, c'est un peu cette question des convergences et des divergences entre leur histoire et l'histoire générale. Comment, parfois, l'histoire des Juifs coïncide parfaitement avec celle de la France et parfois, vous le savez, cette histoire aussi a pu prendre un chemin séparé. Alors, ce qui m'avait plutôt marqué pour parler de cette coïncidence, c'est un écrivain que j'ai beaucoup lu et qui me fait beaucoup réfléchir, Albert Memmi, écrivain, vous savez, juif de Tunisie, dont j'avais lu il y a quelques années, donc avant d'écrire ce journal, avant d'écrire ce que c'est, le journal. J'avais lu le journal d'Albert Memmi et à un moment, dans son journal, il renvoie à une remarque qu'il va coucher sur le papier dans le portrait d'un juif que vous connaissez sans doute, un ouvrage de 1962. Ce juif de
qui considérait, André Gide, qu'il ne pouvait pas penser comme Maurice Barrès, le Lorrain, parce qu'il était protestant et non catholique, et parce que ses parents venaient de deux régions différentes de France. Et Memmi commente, je le cite, il dit « Dans une certaine mesure, Gide se sentait trop dispersé, hétérogène, et en souffrait un peu. » Mais Memmi ajoute « Qui aurait pu contester que Gide était bel et bien français? Personne. » Et donc Memmi se demande « Avec quel coin de la terre suis-je, moi, sûr de coïncider ?» Ce n'était pas tout à fait la Tunisie, ce n'était pas tout à fait la France, ce n'était pas non plus, malgré un moment, le sionisme d'Albert Memmi, Israël, et il se demande avec quelle aventure collective est-ce que moi-même je coïncidais. C'est ça qui sera la problématique de cette conférence, en fait, cette question des coïncidences et des divergences. Je citerai ici aussi le grand historien Yosef Chaim Yerushalmi, qui, dans son chef-d'œuvre, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, Zahor, sur l'histoire juive et la mémoire juive, traduit en français en 1984, rappelle que la conception juive de l'histoire tend plutôt vers la fin qu'elle ne regarde vers les origines. En somme, les origines seraient plutôt marquées par la mémoire et l'histoire regarderait plutôt vers la fin, vers le temps de l'arrivée du Messie. Et non sans malice, Yerushalmi écrit « Hérodote pouvait être le père de l'histoire. Le sens dans l'histoire fut l'invention des Juifs. » Le sens dans l'histoire. Alors, est-ce qu'il y a un sens de l'histoire des Juifs français? Voilà une autre question que je vais poser ce soir. Mais il y a une question que je ne vais pas poser en revanche parce qu'elle est trop compliquée. Qu'est-ce qu'un Juif? Vous savez qu'on dit que si on demande à deux Juifs ce qu'est un Juif, ils donneront 3 définitions. Donc, je ne vais pas me lancer là-dedans, mais évidemment, je vais prendre la définition la plus large. Michel Vinocq avait eu, dans son très beau livre « La France et les Juifs », une définition finalement assez simple. On pourrait en discuter, quiconque se considère comme tel. Il est venu le présenter il y a 20 ans ici. Et bien voilà, vous voyez, j'avais lu ce livre étant jeune et ça m'avait beaucoup marqué. Je faisais mes études à cette époque et c'est un des livres qui m'a orienté d'ailleurs vers ce sujet. Donc voilà, comme quoi il n'y a pas de hasard. Alors je commencerai évidemment quand même par les origines de l'époque contemporaine. Vous savez, on dit souvent, on en discute avec nos étudiants, quand l'histoire contemporaine commence-t-elle? Alors certains disent 1789, d'autres disent 1815. Pour les Juifs de France, je crois que c'est 1791. C'est le moment où ils deviennent français. Alors je ne vais pas trop revenir sur cette histoire, mais simplement rappeler quelques petits éléments. Tout d'abord qu'ils étaient 40 000 en tout dans le royaume de France, qu'ils étaient divisés entre les Juifs qu'on appelait les Juifs portugais du sud-est qui venaient de la péninsule ibérique et dont une partie était ce qu'on appelait à l'époque des nouveaux chrétiens, plutôt bialotis, plutôt intégrés à la population locale qu'on a appelée les séfarades, et puis les Juifs dits allemands du nord-est, Ashkénazes, où ils restaient quand même très attachés à leur tradition et subissaient une haine de presque chaque instant. Il y avait aussi, vous le savez, les Juifs du Comtat venessin, encore marqués à la veille de l'émancipation par des signes distinctifs, avec même un durcissement de leurs conditions au XVIIIe siècle, et à Paris, quelques dizaines de Juifs qui n'avaient théoriquement aucun droit de s'y trouver, parce que c'est une des anomalies de cette époque, c'était encore l'édit d'expulsion de 1394 sous Charles VI, qu'on appelait Charles le Fou, qui régissait l'installation des Juifs de France. Leur présence, donc, ne relevait que de privilèges, enfin privilèges, vous voyez dans quel sens, évidemment, j'emploie le terme dans le sens plutôt juridique de l'époque, ne relevait que d'un privilège qu'on leur avait accordé, qu'on pouvait donc leur retirer. Au XVIIIe siècle, disons-le, déjà les Juifs ne pensent pas seuls. Ils sont marqués par des courants extérieurs, je pense notamment au courant des Lumières juives, de la Haskalah, n'oublions pas les liens extrêmement forts qu'il y avait entre les Juifs du nord-est de la France et les Juifs allemands. On pense à la figure notamment de Mendelssohn. Ils ont, en lisant cela,
le sentiment d'être à contre-courant de l'histoire. C'est-à-dire qu'on est au siècle des Lumières, et eux, eh bien, finalement, peinent à trouver leur place dans cette société en pleine métamorphose. Alors, émancipation, l'origine du terme n'est pas tout à fait certaine, mais l'historien Jacob Toury considère qu'il y a 7 phases dans le processus d'émancipation. Le rapprochement avec la société globale, l'adaptation, le partage de la citoyenneté, l'identification des Juifs à, disons-le, l'identité globale, l'intégration, la fusion et la dissolution, parce que c'était la grande question, est-ce que l'émancipation ne risquait pas à terme d'entraîner la disparition pure et simple des Juifs? En réalité, ce schéma valait pour le processus allemand. En France, nous n'avons pas du tout le même processus, puisque déjà la dissolution a été beaucoup plus redoutée que constatée, et en fait, en France, on a fait une sorte de pari, c'est-à-dire donner d'abord la citoyenneté, c'est-à-dire l'émancipation juridique, avant d'observer une complète intégration ou une complète identification, si on reprend les phases de ce processus dont parle Jacob Toury. Un grand historien, Jacob Katz, qui avait écrit notamment un très beau livre qui s'appelait Hors du ghetto, sur la sortie du ghetto, disait que l'émancipation était un phénomène européen, ce qui est tout à fait exact, mais il y avait quand même une voie française et un chemin français avec ses singularités et ses rythmes. Or, en 1789, au moment de la Révolution, normalement, la question aurait dû être réglée immédiatement, si on y réfléchit bien, puisque ces Juifs étaient régis, je l'ai dit, par des privilèges, qu'ils appartenaient à ce qu'on appelait à l'époque les nations, c'est l'équivalent de communauté, si vous voulez, mais ils ne sont devenus des citoyens qu'au terme de longs débats de conciliabules, qui là encore, si vous me permettez de répéter cette expression, paraissent bien à contretemps de ce qu'on était en train de vivre. Alors, on connaît tous cette phrase du comte de Clermont-Tonnerre du 23 décembre 1789, « Il faut tout refuser aux Juifs comme nation et accorder tout aux Juifs comme individus ». Je pense que nous avons là peut-être l'une des premières formulations de ce qu'est la doctrine française de l'assimilation, en quelque sorte, ou de l'intégration, c'est-à-dire l'hostilité à une communauté qui l'emporterait sur une identification plus collective, avec, comme on disait à l'époque de la Révolution, le souci d'une régénération. On veut que les Juifs changent, même au sens anthropologique des choses. Et donc, c'est au terme de longs débats, où il faut notamment rappeler, même s'il n'était pas le seul, le rôle de l'abbé Grégoire, que les Juifs, finalement, sont émancipés, ce que j'ai appelé, moi, à l'arraché, le 27 septembre 1791, alors que les travaux de la Constituante sont proches de toucher à la fin. Donc, il a fallu 2 ans pour que nous sortions de cette anomalie qui était complètement incompréhensible au regard du nouveau modèle politique qui s'était mis en place au lendemain de la Révolution française. Je vais avancer rapidement pour dire qu'évidemment 1791, vous l'avez compris, n'est en rien un aboutissement. Je serais tenté de dire que c'est le commencement en vérité d'une longue histoire. Une longue histoire qui, évidemment, déjà commence à connaître quelques accros pendant la période révolutionnaire, et je ne vais pas trop développer parce qu'en général, ce sont des choses bien connues, à l'époque de Napoléon. Vous savez que les historiens sont beaucoup revenus sur une image trop favorable qui a longtemps circulé, même si, là encore, le personnage est extrêmement ambigu. Mais Napoléon, vous le savez, signe le Concordat de 1801, impose les articles organiques de 1802, et d'abord, les Juifs ne sont pas une très grande préoccupation, même si il les avait rencontrés en Italie, qu'il avait ouvert les portes du ghetto en Italie, à Ancône, qu'il les avait rencontrés à Rome aussi. En tout cas, Napoléon, tout d'abord, donc non plus Bonaparte, eh bien, ne se préoccupe guère des Juifs, si ce n'est qu'il est très sensible aux plaintes
qui s'élève lorsqu'il passe en Alsace en janvier 1806, alors qu'il revient d'Austerlitz. Et là, les discussions portent essentiellement sur la question de l'usure, comme vous le savez, et des discussions au plus haut sommet de l'État se tiennent, et l'empereur va reprendre des éléments déjà appliqués au moment de la période révolutionnaire. Quand j'étais lycéen, il y avait ce sujet Napoléon, continuateur ou fossoyeur de la Révolution. Je dirais que le cas des Juifs est un parfait exemple si on avait encore à traiter ce type de dissertation aujourd'hui. On le fait encore, mais Christine, je vois là ta grande exigence avec des élèves qui ont beaucoup de chance. En tout cas, même moi je ne le faisais plus quand j'enseignais au lycée, donc je t'admire beaucoup. Donc, ce serait un très bon exemple à développer. Donc, il convoque en juillet 1806 une assemblée rassemblant l'élite juive, une centaine, sur proposition des préfets, et il va leur poser une douzaine de questions pour savoir comment leur religion est organisée et surtout si cela est compatible avec le droit commun. Il y a des questions comme le mariage mixte qui pose un certain nombre de discussions. Et donc il va, à la suite de cela, ressusciter une assemblée antique, évidemment, qui ne joue plus du tout le même rôle qu'à l'époque, le grand Sanhédrin en février 1807, qui est constitué de 71 membres, comme le Sanhédrin de Jérusalem. Il s'ensuit, vous le savez, une série de décrets. 3 décrets le 17 mars 1808. Alors, les 2 premiers portent sur la réorganisation du culte israélite et ont donné lieu au consistoire, que nous connaissons toujours aujourd'hui, avec la naissance donc, de consistoires locaux dès qu'un département a 2000 habitants et d'un consistoire central. Un 3e décret, en revanche, lui, est très vite qualifié d'infâme, puisqu'il met à mal, disons-le, l'égalité des Juifs en punissant l'usure, en imposant des restrictions aux Juifs du Nord-Est notamment, dans leurs activités commerciales. Il fallait qu'ils renouvellent leurs patentes chaque année. Il annule une partie des créances dues aux Juifs. Et finalement, et retenez bien cette information, ces décrets, donc, ils sont pris pour 10 ans. C'est une information très importante si on veut comprendre l'histoire des Juifs, qui ne concernent pas d'abord ceux du Sud-Ouest, puis ceux du Midi et de Paris, donc qui montrent qu'il n'y a pas de communauté juive française, mais bien une réalité régionale. À cette époque, il faut bien avoir en tête. D'ailleurs, les Juifs ne peuvent s'établir, de nouveaux Juifs ne peuvent pas s'établir en Alsace. Et il y a quelques jours plus tard, un autre décret, le 20 juillet 1808, qui relève de l'état civil des Juifs. Les Juifs doivent s'enregistrer et ne peuvent prendre comme nom de famille des noms tirés de l'Ancien Testament, ni des noms de villes comme ils le faisaient jusqu'alors, sauf s'ils pouvaient prouver, ces Juifs, qu'ils utilisaient ces noms depuis une époque extrêmement ancienne. Qu'est-ce que ça nous montre? Je suis allé de façon très schématique sur ce dilemme. Qu'est-ce que ça nous montre? Et les Juifs l'avaient parfaitement compris, que rien n'est jamais acquis. Que ce qui est donné peut être repris. Que l'espoir peut tout de suite être remis en question par le bon vouloir d'individus qu'on pensait même à un moment tout à fait favorablement disposés aux Juifs. Mais certains disent, mais Napoléon ne pense pas ça, mais il est obligé de faire cela par rapport au peuple. Et c'est là une nouvelle illustration d'une théorie de l'historien dont je parlais tout à l'heure, Yosef Yerushalmi, qui disait que finalement les Juifs ont toujours préféré l'alliance verticale, c'est-à-dire qu'ils ont toujours préféré la fidélité à l'État, disons en tout cas, que la fidélité, le rapprochement avec les peuples, parce que les peuples sont toujours susceptibles de se retourner contre eux, ils sont pris par la passion parfois, alors qu'on considère, mais ça n'a pas toujours existé, que les États, que les chefs d'État, que les gouvernements optent plus souvent pour la voie de la raison. Beaucoup de contre-exemples pourraient être donnés, j'en suis parfaitement d'accord, mais c'est une théorie que l'on retrouve bon an mal an à ces reprises. Aujourd'hui, il est de bon ton de critiquer l'émancipation en disant que
centenaire de 1989, il y a eu beaucoup de travaux, alors des travaux parfaitement légitimes, qui montraient la face cachée aussi de cette émancipation. Je crois quand même que si on se met à la place d'un juif de l'époque, cette égalité était tout à fait bienvenue, même si, effectivement, cela peut heurter peut-être un cours historique. Nous en sommes parfaitement d'accord. Alors pourquoi je vous ai dit, et j'ai insisté, sur le fait que ces décrets étaient pris pour 10 ans? C'est parce que, habituellement, et parfois on manque de temps, on manque de place, on passe tout de suite de Napoléon à d'autres périodes beaucoup plus avancées dans le temps. Or, 10 ans, ça nous mène en 1818, c'est-à-dire sous la Restauration. Et les monarchies constitutionnelles, donc ces deux régimes qui vont de 1815 enfin 1814 d'ailleurs, à 1848, jouent un rôle extrêmement important dans la condition des Juifs de France. Je m'explique. En 1818, les Juifs français, leurs représentants, le consistoire notamment, vont rencontrer Louis XVIII. Ils vont le rencontrer en rappelant que c'est Louis XVI, c'est une réalité qui les a émancipés. Donc ils rendent hommage à Louis XVI qui, en 1791, a signé, n'est-ce pas, l'émancipation des Juifs. D'ailleurs, il y avait, vous savez, c'était l'alliance du trône et de l'autel, la Restauration. Évidemment, les Juifs étaient à l'écart de ça, mais ce regain de la place du religieux en France leur profite. Leur profite et ils le sentent. En 1818, après avoir rencontré à plusieurs reprises le roi, eh bien, ils obtiennent que les décrets ne soient pas renouvelés. Et donc la figure de Louis XVIII, aujourd'hui complètement oubliée, y compris parmi les Juifs, a été une figure louée, une figure extrêmement célébrée. Je vous donne un exemple d'un journal qui s'appelait d'ailleurs l'Israélite français, je reviendrai sur ce mot, le 29 avril 1818, où on dit « Le père de tous les Français, donc Louis XVIII, l'auteur de la charte a dû attendre avec impatience l'arrivée de ce jour, marqué pour le terme de vos souffrances et pour votre rentrée dans l'exercice libre et entier de vos droits. » En gros, c'est Louis XVIII qui va sceller, d'une certaine manière, l'égalité qui était un peu en suspens depuis l'époque napoléonienne. Rita Hermond-Belot, dont je parlais tout à l'heure, dit qu'il se produit dans ces années un processus de reconnaissance et d'égalisation par rattrapage par rapport aux Français, mais surtout à la minorité protestante aussi. Même Charles X accorde beaucoup de considération aux représentants du judaïsme. Alors la monarchie de Juillet, qui commence, vous le savez, après la révolution de 1830, des Trois Glorieuses, va encore aller plus loin et franchir un pas important, puisque Louis-Philippe n'était plus le roi de France que le roi des Français, c'est une chose, mais surtout, le catholicisme n'était plus la religion d'État, mais la religion professée par la majorité des Français. Donc le gouvernement va ouvrir une discussion sur la prise en charge du salaire des rabbins. Et il y a eu un débat dans les deux chambres, à l'époque c'était la Chambre des députés et la Chambre des pairs, avec une loi qui sera votée en décembre 1830 et complétée par un décret de février 1831, où on va salarier les rabbins. L'État salarie les rabbins. C'est un gage extrême de reconnaissance et surtout d'égalité. C'est ça. Les Juifs n'ont jamais revendiqué plus que les autres, mais simplement d'être au même niveau que les autres Français. Là encore, alors on peut dire qu'il y a de l'emphase, ça fait partie un petit peu de cette fidélité à l'État dont je parlais tout à l'heure, mais un rabbin, le grand rabbin de Metz, Léon Mayer-Lambert, dit que cette loi, alors c'est peut-être un peu excessif, mais il dit c'est le plus grand acte de justice qu'aient jamais obtenu les Hébreux depuis la destruction du deuxième temple. Bon, c'est vous dire la joie, on ne va pas gloser historiquement, mais c'est quand même vous dire la joie et l'enthousiasme. Alors nous passons, nous avançons, et là on peut dire qu'à partir de la monarchie de Juillet, c'est pour ça que même si je suis maintiémiste, j'attache au XIXe siècle une importance majeure, surtout sur ces questions, mais sur d'autres, on avance et là on comprend que l'histoire de l'émancipation des Juifs devient irréversible, en tout cas pendant un certain temps.
Un régime qui va beaucoup faire, je ne développe pas trop, c'est le Second Empire. Il y a une très belle thèse, un peu compliquée, mais que je vous invite à lire, la thèse de David Cohen, qui s'appelle « La promotion des Juifs en France à l'époque du Second Empire », donc une thèse de 1980, soutenue à l'université d'Aix, sous la direction de professeur qui a écrit des choses très belles, Pierre Guiral, sur les Juifs. Oui, oui. Et Je le sais bien, et c'est un clin d'œil. Voilà, donc Pierre Guiral dit la chose suivante dans la préface qu'il donne de ce livre. Il dit « Le Second Empire fait plus que s'inscrire dans la tradition libérale, donc à l'égard des Juifs, il la dépasse. » Et Pierre Guiral parle des temps heureux du judaïsme sous le Second Empire. Alors c'est vrai que Napoléon III, plus que quiconque avant lui, avait fait preuve d'un grand penchant pour les Juifs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il se revendiquait de son oncle. Alors que, bon, aujourd'hui, on ne dirait pas que quelqu'un qui était, alors ce qu'on appelait, le terme est galvaudé et discutable, je pense que là on peut l'employer sans problème, était un philosémite, Napoléon III. Eh bien, Napoléon III, bon, bien sûr, il n'était pas sans ambiguïté, d'accord, bon. Mais c'est quelqu'un qui disait je suis favorable aux Juifs comme l'était mon oncle, ce qui est parfaitement discutable. En tout cas, cet empereur voyageur, vous savez, il se déplaçait dans toute la France. À chaque fois qu'il se déplaçait, quand il y avait une communauté juive locale, il rencontrait. Il décorait aussi, là encore, dans le droit fil de ce que faisait son oncle. Il donnait l'impression, enfin après, c'est même excessif, c'est un euphémisme que je dis, il montrait clairement que l'État reconnaissait les Juifs comme des sujets à l'époque, si vous voulez, comme les autres. D'ailleurs, c'est sous le Second Empire que, par exemple, la grande synagogue de Marseille, de la rue de Breteuil, est inaugurée en 1864. Dans les assemblées législatives, je cite les frères Pereire, Crémieux, Javal, dans l'administration, dans l'armée, dans la magistrature, les Juifs s'illustrent. Bien sûr aussi dans le monde de la banque et des affaires, c'est important. Sous le Second Empire, on pense aux Rothschild, aux Fould, aux Pereire, et puis plus proche de nous dans le sud, aux Altaras, ou à des gens comme Jules Mirès, à des figures comme Moïse Millot, qui par exemple en 1863 va fonder l'un des plus grands journaux français, Le Petit Journal. Pensons aussi à Salomon Minc, qui a été nommé en 1864 par le ministre de l'Instruction Victor Duruy, professeur au Collège de France, en remplacement, excusez du peu, d'Ernest Renan, qui avait eu les problèmes que vous connaissez, qui avait présenté une approche scientifique et rationnelle de Jésus. Alors la symbiose était belle, elle n'était pas complète, c'est vrai. Il n'y avait pas de préfet juif, il n'y avait pas de général juif, ni de sénateur, ni de ministre. Il y a eu un ministre, mais qui était en fait converti au protestantisme, même si tout le monde croyait qu'il était juif, parce qu'il y avait quand même le sentiment qu'il y aurait comme une petite résistance au sein de la société. Mais quand même, on était allé extrêmement loin, et c'est l'époque où on commence à parler, même si le terme existait avant, de l'Israélite, c'est-à-dire ce juif qui n'est plus différent, qui est en fait membre d'une confession, et non pas d'un peuple ou d'une communauté à part, mais d'une confession française. L'Israélite, c'est celui qui, en fait, se distingue simplement par une foi différente, ou par une pratique, ou par un sentiment d'appartenance, parce qu'on sait très bien qu'on peut se sentir juif sans être croyant ou sans être pratiquant. Donc, période extrêmement importante, que cette première moitié du XIXe siècle, on avait créé dans les années 1820 une école rabbinique à Metz qui arrive à Paris, là encore, sous le Second Empire en 1859 et qui deviendra le séminaire israélite. Il y a des discussions internes, en général, pas toujours, mais en général, quand on commence à avoir des discussions très poussées et des divisions sur la nature du culte, c'est qu'il n'y a pas trop de problèmes d'antisémitisme. Il y en avait, d'ailleurs, l'antisémitisme, ça ne s'appelait pas encore comme tel à l'époque, mais il commençait à avoir ce visage-là. Je rappelle que l'expression, c'est 1879, mais bon, Wilhelm Marr. Mais dans ces années-là, on est dans un type quand même assez moderne de haine. Il y en a eu de la haine. Je ne dis pas le contraire. Sous la monarchie de Juillet, il y avait eu ce livre, Les Juifs rois de l'époque, d'Alphonse de Tousnel, qui était un fourriériste, donc plutôt antisémite d'extrême gauche, qui était un succès de librairie. Je ne dis pas que tout était rose. Mais en tout cas, c'était un temps où on pouvait, voilà, je ne dis pas que tout était parfait, mais on pouvait entrevoir l'avenir avec sérénité.
ce qui est un luxe dans l'histoire des Juifs. Une atmosphère donc culturelle avec l'apparition d'un mouvement libéral aussi à cette époque, donc qui ne deviendra l'Union libérale israélite que plus tard. Et puis nous arrivons, c'est mon deuxième point, à la Troisième République, qui est une période évidemment en demi-teinte. Alors la Troisième République, je dirais qu'on passe des sommets à la persécution, parce que ça va encore plus loin, la Troisième République. Les Juifs avaient été fidèles à Napoléon III. Sous la Troisième République, ils entrent en symbiose avec un État, et non plus avec des individus. Ces individus n'incarnant qu'un État, des principes, des valeurs qu'on appelle franco-judaïsme, ou israélitisme, ou judéo-républicanisme. On entre là dans un nouveau modèle. Pour beaucoup, 1870, l'avènement de la Troisième République, c'est une nouvelle sortie d'Égypte, que n'avait pas du tout joué comme rôle, 1848 n'avait pas du tout joué ce rôle-là, pourtant il y a eu la Deuxième République, je n'en ai pas parlé parce qu'elle ne joue pas un rôle majeur dans l'histoire des Juifs. En tout cas, la Troisième République semble, comment dire, un moment béni pour les Juifs de France. Jusqu'à quand? Jusqu'à l'affaire Dreyfus. Je citerai un historien et je citerai aussi une philosophe. Je citerai l'historien Peter Pulzer qui avait écrit un livre sur les Juifs et l'État allemand, un livre de 1995, Jews and German State, où il disait la chose suivante. À l'époque de l'affaire Dreyfus, l'antisémitisme français est parvenu à un degré d'intensité si élevé qu'on ne peut rien trouver de semblable en Allemagne avant 30 ans. Il faut quand même se remettre cela en tête. Bien sûr, cette haine a toujours trouvé des contradicteurs. Les Juifs n'ont jamais été seuls, complètement seuls. Ils ont toujours eu des gens, des Français, qui les ont soutenus. Mais l'affaire Dreyfus a été pour eux un petit peu comme 1808 avait pu être pour 1791. L'affaire Dreyfus, c'est le moment des grandes désillusions. Et disons surtout que les espoirs de 1870 étaient bien plus élevés que les espoirs de 1791. N'oublions pas certes que la République a triomphé, c'est vrai, à la fin de l'affaire Dreyfus, mais à quel prix? Alors, vous connaissez tous les travaux de Pierre Birnbaum, sans doute, et son livre « Les fous de la République ». Il compte... Oh, ben voilà, décidément, vous voyez, ce soir, en communauté de pensée. 22 députés juifs, avant 14 sénateurs et ministres, 25 généraux, 34 magistrats, 42 préfets. Là, le plafond de verre dont je vous parlais tout à l'heure explose. Les Juifs sont vraiment au cœur de l'État, admis comme des citoyens, comme tous les autres. Alors, faut-il dire, comme Léon Bloy, dans Le sang du pauvre, que les larmes juives sont plus lourdes parce qu'elles ont le poids de beaucoup de siècles? C'est-à-dire que quand il se passe quelque chose de difficile, comme l'affaire Dreyfus, c'est une épreuve qui est peut-être décuplée dans la manière dont elle est ressentie, parce qu'il y a tous ces traumatismes qui pèsent sur l'histoire. En tout cas, c'est une remise en question. Il y avait eu un livre, le livre de Michael Marus, un historien canadien, sur les Juifs à l'époque de l'affaire Dreyfus. Que dit Marus? Enfin, il le dit, mais surtout, quel est le sous-titre du livre de Marus? Les Juifs de France à l'époque de l'affaire Dreyfus, l'assimilation à l'époque. Déjà, le modèle juif commence à se fissurer quelque peu. Bon, vous savez très bien le rôle qu'a pu jouer, alors il ne faut pas non plus exagérer, hein, le déclenchement qu'a pu jouer l'affaire Dreyfus sur Théodore Herzl, hein, parce qu'il s'était déjà intéressé quand même au sujet un petit peu avant. Il avait fait, notamment, il avait monté une pièce qui s'appelait Le Nouveau Ghetto. Donc les gens disent oui, il découvre tout. Non, il constate et se voit confirmé dans l'idée que rien, finalement, ne peut protéger de l'antisémitisme, et à commencer par l'assimilation. Et c'est là qu'il va écrire son ouvrage fondamental, L'État des Juifs. D'ailleurs, il rencontre le grand rabbin Zadok Khan et d'autres dignitaires juifs,
Il leur parle du sionisme et je dirais qu'il reçoit un accueil poli et lointain. Et il écrit dans son journal ces propos extrêmement durs. Les Juifs français sont hostiles au projet. Je ne m'attendais pas à autre chose. Leur situation ici est trop bonne pour qu'ils envisagent un changement. Et il précise de manière très tranchante, les Français israélites, si cela existe vraiment, ne sont pas des Juifs. Et notre cause ne les concerne pas. Je vous ai dit que je citerai une philosophe. Cette philosophe, c'est Hannah Arendt. Je ne vais pas gloser sur Hannah Arendt, mais elle disait que l'affaire Dreyfus avait été pour les Juifs français une répétition générale du nazisme. Une répétition générale du nazisme. En sorte que les Juifs étaient bien mieux préparés à l'époque nazie, je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait exact, parce qu'ils avaient connu l'affaire Dreyfus. Ensuite vient la Première Guerre mondiale, et la Première Guerre mondiale, pourtant c'est une guerre, pourtant c'est un moment de douleur, mais c'est aussi un moment terrible, il faut le dire, d'apaisement. C'est-à-dire que les Juifs doivent, et ils en ont conscience, payer une sorte d'impôt du sang pour montrer qu'ils sont des Français. Alors il y avait 7500 Juifs, dont 2400 Juifs d'Algérie et 1600 volontaires qui ont combattu de manière extrêmement valeureuse, et même Barès, l'antisémite qui avait dit à l'époque de l'affaire Dreyfus, de ce que Dreyfus a trahi, je le déduis de sa race. Je ne vais pas vous expliquer trop longtemps cette citation. Même Barès, à la fin de la guerre, dit les Juifs ont mérité de la patrie. Ils se sont battus valeureusement, ils sont morts pour la France, donc il faut les laisser tranquilles. Donc il y a une nouvelle période de calme, ce sont les années 20, même si c'est quand même l'époque où on va traduire en France les protocoles des sages de Sion, ce sont des signaux faibles, mais il ne faut pas les négliger. En tout cas, c'est un moment de bouillonnement qu'on va appeler la période du réveil juif, c'est-à-dire que là, et le sionisme va jouer un rôle, on commence à se demander ce qu'est l'identité juive dans cette période apaisée. Donc plutôt période d'eau calme jusqu'aux années 30, qui percute, là encore, l'histoire des Juifs de France. J'ai beaucoup travaillé sur cette période. Pour moi, là, vraiment, les Juifs sont les témoins de ce qui arrive à cette époque et ils perçoivent peut-être un peu avant d'autres le cataclysme allemand, beaucoup plus que le cataclysme français d'ailleurs. Ils sont encore très, très sûrs de la force de la France et du fait qu'elle restera toujours à leur côté, mais ils comprennent très bien en revanche ce qui se passe de l'autre côté du Rhin et les dangers qu'il peut y avoir. C'est une période extrêmement difficile pour eux, même si l'un d'entre eux devient président du Conseil, Léon Blum, ils ne voient pas tous cela d'un bon œil. Ils craignent que cela entraîne une vague d'antisémitisme et qu'on dise, vous voyez bien, de toute façon, les Juifs sont à la tête ce sont eux qui tirent les leviers de la politique. D'ailleurs, vous savez, les antisémites ne s'encontraient pas trop de cohérence, donc tantôt les Juifs étaient bolcheviques, tantôt c'était les pères du capitalisme, bon, on peut tout trouver dans l'antisémitisme. Alors, J'avais même trouvé, excuse-moi, ça me permet de comprendre ton souffle, quand j'avais fait ma thèse de doctorat sur la Shoah dans les mots, dans la presse locale, Petit Méridional, Éclair et Croix Méridionale, tout bolchevique est un agent du capitalisme. Excellent. Excellent. Ben voilà, c'est la preuve de ce que je suis en train de vous dire. Alors, l'antisémitisme est partout, dans les médias, dans la presse évidemment, dans la rue aussi. Ça, c'est une grande nouveauté. L'antisémitisme n'avait pas disparu dans les années 20, mais était cantonné quand même à des sphères plus limitées. Dans les années 30, il est dans la rue. Alors, ceux qu'on appelle, je n'aime pas trop l'expression, mais vous la comprenez, les antisémites circonstanciels, c'est-à-dire des gens qui n'étaient pas profondément antisémites, mais qui se laissent, parce qu'il ne faut pas les oublier aussi. Tous les antisémites ne sont pas viscéraux, c'est bien ça le malheur aussi des Juifs. C'est-à-dire qu'il y en a qui se laissent emporter par un mouvement, mais cela se multiplie de façon extrêmement importante. Et puis n'oubliez pas, j'ai consacré tout un livre à cela, enfin tout un chapitre d'un livre à cela, que les nazis sont déjà en France dans les années 30, que beaucoup d'écrivains, beaucoup d'hommes politiques, beaucoup de chefs de parti sont stipendiés par l'ambassade allemande en France, qu'il y a à Paris une maison brûle où des ministres nazis viennent faire le salut nazi et crier à Hitler, à Paris dans les années 30. Donc ce qui se passe après 40 n'est pas non plus une surprise totale, même si l'intensité en est une. En 1939,
celui qu'on appellera plus tard le traître de Stuttgart, Paul Ferdonnet, écrit un livre qui s'appelle La guerre juive. À cette époque, il y a une association extrêmement importante qui s'appelle la LICA, qui est née à la fin de 1927 sous le nom de Ligue des pogroms et qui deviendra ensuite, vous le savez, dans les années 70, la LICRA. La LICA est tout à fait consciente de cela et va faire traduire Mein Kampf. C'est la LICA avec un éditeur d'extrême droite, quel drôle d'attelage, oui exactement. D'ailleurs, la LICA avait fait cela plutôt de manière discrète, et quand Maurras, qui a hissé les Juifs, et encore plus la LICA, c'était Juif en plus de gauche, eh bien Maurras dit quelle bonne idée d'avoir traduit Mein Kampf, et là le cache, le président de la LICA ne peut pas se retenir, il dit bah merci monsieur Maurras, en fait c'est nous qui l'avons fait traduire sous couvert de cet éditeur, les nouvelles éditions latines. Alors les Juifs prennent conscience du danger, ils se dotent même, alors que le consistoire normalement n'est pas censé prendre position au sein du consistoire, d'un centre de documentation et de vigilance, et bien sûr je ne vais pas développer ici les années de Vichy et les années d'occupation. Simplement, je voudrais dire quelques éléments. Que ce qui perturbe l'historien, c'est la facilité du basculement. D'anciens, bien sûr qu'il y avait à Vichy des nationalistes, des maurassiens, même s'ils n'étaient pas aussi nombreux qu'on peut le penser, ils étaient là, des antisémites, des contre-révolutionnaires, tout ça, ils étaient à Vichy. Mais il y avait aussi, je pense à Marcel Pérouton, ministre de l'Intérieur, qui était ancien républicain, ancien franc-maçon. On a des gens qui ont basculé dans la famille avec beaucoup de rapidité. Vous connaissez les statuts du 3 octobre 1940 et du 2 juin 1941. Je rappelle aussi le 7 octobre 1940 l'abrogation du décret Crémieux en Algérie, qui est la première loi publiée au JO. Évidemment, le 3 octobre, c'est avant le 7, mais ça presse en Algérie, et donc au JO, c'est le décret Crémieux, la première loi spécifiquement antisémite. Il y a eu la loi sur la dénaturalisation, mais qui, évidemment, touche les Juifs, mais il n'y avait pas le mot, mais là, très clairement, nous basculons dans autre chose. Et je voudrais quand même signaler qu'en 1941, l'Institut d'études des questions juives, qui était créé à Paris sous l'égide de Théodore Dadeker, qui était le chef de la section des affaires juives de la Gestapo, publie un livre qui s'appelle L'émancipation des Juifs. Vous voyez, par écho à ce que je disais. En fait, pour beaucoup, Vichy, c'est la revanche de l'émancipation que beaucoup de Juifs n'auraient pas dû avoir. Et d'ailleurs, dans les années 20, dans les années 30, il y a tout un courant qui n'est pas important, mais qui existe quand même, de gens qui suggèrent de retirer la citoyenneté aux Juifs. Pensons évidemment aux rafles, pensons à ces expositions, le Juif et la France, où vous avez un haut-parleur qui déverse une haine terrible. Pensons aussi au rôle de l'Église catholique, qu'il ne faut pas oublier, notamment après 1942, et qui a entraîné un basculement comme s'il y avait un seuil de l'acceptable, mais ça a existé aussi. À partir de la rafle du Veldiv, ce seuil est franchi, alors que beaucoup de Français n'avaient pas réagi, peut-être intérieurement, mais n'avaient pas réagi au statut. Et j'aimerais dire, sans polémiquer, mais quand même rappeler que sur les 75 000 Juifs qui sont déportés, 24 000 étaient français, et que parmi les 11 000 enfants, il y avait aussi des enfants français. Donc, évidemment, la haine n'a pas fait de distinction, et on n'a pas préservé les uns ou les autres. Alors, ensuite, on arrive à l'après-guerre. Et moi, il y a quelque chose qui m'a frappé quand j'ai lu les travaux, à la fois de la fin des années 30 et de l'après-45. C'est la question du silence et du bruit. Vous savez, on dit souvent silence pour la guerre, etc. À la fin des années 30, des dirigeants juifs qui comprennent que les revendications des Juifs face à Hitler, etc., gênent le gouvernement, disent « ne soyons pas trop bruyants ». Ils disent à la LICA « ne soyez pas trop bruyants ». Et la Seconde Guerre mondiale a été aussi un temps terrible de silence, de gens qui n'ont pas parlé aussi, puis de gens qui ne pouvaient plus parler. Après la guerre, on retrouve un autre silence, le silence de ceux qui ne pouvaient plus parler, soit parce qu'ils n'étaient plus là, soit parce qu'ils n'arrivaient pas à parler, mais je tiens quand même à rappeler que bien sûr cela a valu dans les familles des gens qui n'ont jamais parlé. On connaît tous des
des histoires de personnes qui ont découvert tardivement non seulement ce que leurs parents ou leurs grands-parents avaient vécu, mais le fait même qu'ils fussent juifs. On en connaît des histoires, mais il ne faut pas confondre cela avec la mémoire publique. La mémoire publique des juifs a existé très tôt. Je parlais de silence parce qu'on lit souvent, je crois que c'était un témoignage sur la synagogue de Nice, d'ailleurs, très belle synagogue de la rue de Loire. On disait que lors du premier office de Kippour, après, donc ça doit être Kippour 45, donc après la libération, au moment de la prière des morts, vous savez, le jour de Kippour, il y a la prière des morts, on dit que les sanglots des présents faisaient qu'on ne pouvait même plus entendre la prière. Et que c'était un spectacle de désolation. Comment se reconstruire dans ces conditions? Comment penser au lendemain? Eh bien, les Juifs ont fait. Ils se sont dotés de structures. Ils ont été aidés aussi, il ne faut pas l'oublier, par le judaïsme américain. Notre collègue, excellente collègue de l'Université de la Sorbonne, Laura Hobson-Ford, a écrit un très beau livre sur l'aide juive américaine au judaïsme français après la guerre, et elle a appelé ça un plan Marshall juif. Il y a eu beaucoup d'argent qui a été donné pour que le judaïsme français se reconstruise. On pense donc au lendemain. On commence, même si il ne faut pas oublier une chose, c'est que contrairement à ce qu'on a pu dire, en aucun cas on a passé sous silence les crimes de Vichy. Le grand rabbin Kaplan, à la fin tout début des années 50, lors d'une cérémonie, d'une commémoration de la rafle du Veldiv, dit qu'il y a guère de différence entre celui qui tue et celui qui a livré au bourreau celui qui va tuer. Il parle évidemment de Vichy. D'excellents travaux notamment de Simon Perregaux, un historien qui a écrit un très beau livre sur la mémoire juive à Paris dans l'après-guerre, ont montré qu'il y a une mémoire collective, agissante, qu'on regarde l'histoire en face. Tout n'apparaît pas donc dans les années 80. Les années 80, on franchit un seuil dans la mémoire, mais il y a déjà de premières strates qui sont posées dans l'après-guerre. Dans l'après-guerre, où les Juifs connaissent une métamorphose fondamentale, une métamorphose même structurelle, puisque trois éléments vont changer la face du judaïsme français. Tout d'abord, l'arrivée des Juifs d'Afrique du Nord. Entre 1950 et 1970, 200 000 Juifs au moins sont arrivés en France, dont 100 000 lors du seul été 60. Cette arrivée a modifié la démographie du Juif français, elle a fait renaître des communautés dans des villes où il n'y avait plus 10 hommes pour lire la prière, et a donc profondément changé les choses. Parfois, vous avez des villes où il y a 50%, 60%, c'est le cas de Toulouse par exemple, 63% à Toulouse, des Juifs qui vivent dans la ville dans les années 70 sont nés de l'autre côté de la Méditerranée, 63%. Donc, non seulement ils vont être là, ils vont renouveler ce judaïsme français, et je me permets de signaler la tenue prochaine au Musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris d'un colloque que je co-organise sur les Juifs de cette époque, et nous allons avoir une leçon inaugurale par une collègue qui s'appelle Colette Zidnicki qui va faire de l'histoire contrefactuelle. Et si les Juifs d'Afrique du Nord n'étaient pas arrivés, qu'aurait été le judaïsme français? J'ai hâte de l'entendre, je ne sais pas ce qu'elle va dire, mais j'ai hâte de l'entendre. Alors évidemment, cette arrivée ne passe pas inaperçue, mais les Juifs allemands et les Juifs d'Europe de l'Est et d'Europe centrale avaient été mal reçus, peut-être pas aussi mal qu'on l'a dit, mais pas bien reçus en tout cas, par les Juifs français dans les années 30, et on a compris la leçon, et donc ils sont bien mieux accueillis. Je ne dis pas qu'ils le sont parfaitement, mais bien mieux accueillis par les instances françaises dans les années 60. Donc ces Juifs, ils vont venir, mais ils vont surtout apporter une nouvelle vision. Parce que en Afrique du Nord, l'assimilation, tout ça, le franco-judaïsme, ça existait, oui, mais dans les faits, on était reconnus comme juifs. Il y avait les musulmans, enfin les indigènes, il y avait ceux qu'on appelait les Européens, à l'intérieur desquels les Juifs ont été intégrés qu'assez tardivement. Je rappelle qu'il y avait quand même un fort antisémitisme dans les milieux justement qu'on appelait européens en Afrique du Nord, et ces choses-là se sont tassées vers la fin, au moment de la guerre d'Algérie, et puis il y avait les Juifs.
Donc eux, si vous voulez, n'avaient pas ce genre de pudeur à dire juifs dans l'espace privé, mais citoyens dans l'espace public. Non, ils venaient avec une sorte de judaïsme complètement désinhibé, ou en tout cas moins complexé, voilà. Mais c'est aussi le modèle français qui faisait cela d'une certaine manière, et on peut le comprendre, un modèle qui était un modèle d'équilibre subtil. Et donc ils sont arrivés et ont amené cette nouvelle manière d'être juif. Deuxième élément, c'est évidemment le fait qu'à partir notamment de 1967 et de la guerre des 6 jours, Israël devient un pilier fondamental du judaïsme français pour un grand nombre de juifs, et cela ne cessera d'augmenter. Et puis, troisième élément qu'on oublie, à partir de la fin des années 60, renaît un antisémitisme assez important en France, qui n'est pas numériquement parlant écrasant, mais qui existe. Je pourrais vous donner un nombre d'exemples tout à fait importants, sans remonter à la rumeur d'Orléans, vous savez, de la fin des années 60, des attentats, des bombes en 78 qui explosent au siège, par exemple, du Club Méditerranée, le négationnisme qui, comme vous le savez, gagne du terrain, à tel point qu'une loi contre le racisme est promulguée le 1er janvier 1972. Et puis, cet antisémitisme aussi se croise avec l'antisionisme assez largement, et la décennie des années 80 va être un tournant et un moment où ces choses-là vont s'accentuer. Les années 80 commencent, ne l'oublions pas, enfin moi je dirais que c'est une décennie terrible parce qu'elle commence par Copernic, le 3 octobre 1980, et elle se termine, ou en tout cas on peut dire que l'année 90 s'ouvre, avec Carpentras. Donc ce ne sont pas là des décennies d'apaisement, loin de là. Et puis on sait que Giscard d'Estaing n'a pas interrompu sa partie de chasse en Alsace, que Raymond Barre a eu cette formulation malheureuse sur les Français innocents, et que beaucoup ont considéré que c'était le moment peut-être de l'épuisement de l'idéal de l'assimilation. Un penseur juif, un sociologue, qui est plutôt justement très critique de cela, hein, il y a plusieurs tendances, qui est Shmuel Trigano, publie en 1982 un livre qui s'appelle « La République et les Juifs après Copernic ». On oublie tout souvent le « après Copernic ». Il dit que Copernic révèle quelque chose de structurel, l'incapacité à donner une place aux Juifs, effacée par un universalisme aveugle aux spécificités de l'être juif. Je vous laisse méditer sur cela, on peut partager ou pas cette idée, mais en tout cas, les Juifs comprennent qu'ils vont devoir vivre 30 ans, 40 ans après la Shoah, dans un pays où ils sont régulièrement attaqués et où ils sont de plus en plus considérés comme une communauté. J'en parlais tout à l'heure, on peut relever la manière qui change dans les années 70 et 80, même par des gens tout à fait bien intentionnés, qui parlent systématiquement de communauté juive. Alors que normalement, le terme de communauté juive devrait renvoyer uniquement aux instances communautaires. Non, là on renvoie à tous les juifs comme s'ils appartenaient, vous voyez, à un groupe, c'est ce que je disais tout à l'heure, séparé. Et puis donc, 90, nous sommes à l'époque aussi de la poussée du Front National, dont il ne faut quand même pas oublier les propos très largement antisémites et la composition de l'époque. On est donc là, je dirais, dans une reconfiguration. Une reconfiguration qui, voilà, date des années 70-80. Je rappelle qu'en 1973, des militants autour d'Henri Heisenberg, l'avocat, vont fonder le Comité juif d'action qui deviendra à la veille des années 80 le Renouveau juif, qui s'en prend au CRIF, qui est né au lendemain de la guerre, donc qui l'accuse de pratiquer la diplomatie des petits fours, c'est-à-dire de ne pas comprendre qu'on ne s'en prend pas, qu'on ne combat pas l'antisémitisme dans un entre-soi, même si, évidemment, avoir l'oreille des politiques compte. D'ailleurs, le dîner du CRIF est mis en place par le président Théoclin en 1987 pour maintenir un lien en période d'antisémitisme. Et puis, nous avançons dans les années 90, qui sont peut-être là, une décennie majeure, peut-être par les mots. Bon, ça avait commencé par Carpentras, je l'ai rappelé, mais les mots qui ont été prononcés, ce sont les mots de Chirac en 1995, lors de la commémoration de la rafle du Veldiv, où il dit
Et il ne faut pas oublier que tout le monde n'a pas apprécié ce discours, on l'a oublié aussi à cette époque. La folie criminelle de l'occupant nazi a été secondée par les Français. Alors bien sûr, il a célébré, et avec raison, l'héroïsme d'une certaine France droite, généreuse, fidèle à ses traditions et à son génie. Mais il ne faut pas oublier que quelques années avant, les relations avec le président Mitterrand s'étaient distendues. En 1992, pour les 50 ans de la commémoration de la rafle du Veldiv, eh bien, vous le savez, on avait dit que la République ne saurait être tenue pour comptable des crimes commis par les hommes de Vichy. Et lors de cette cérémonie, vous le savez, puis on a les images, Mitterrand avait été accueilli au cri de Mitterrand à Vichy. On était en 1992, à une époque où il fleurissait encore la tombe du maréchal Pétain. Et vous savez tout ce que ça a pu entraîner, même si on sait que ça avait beaucoup meurtri Mitterrand, qui avait ensuite créé une journée nationale des persécutions racistes et antisémites le 16 juillet. Il avait inauguré la maison des enfants, la maison d'Isieux, mais vous le savez, en 1994, la publication d'une jeunesse française, même si beaucoup de gens savaient ce qui s'y trouvait, change les choses. Donc pour Annette Vievorka, l'historienne que vous connaissez sans doute, les années Chirac sont celles de l'apurement des comptes laissés par Vichy. Même si, en février 1995, selon un sondage Ipsos, 60% des Français interrogés considèrent qu'un Français juif se rapproche plus d'un juif étranger que d'un Français non juif. À cette époque donc, recharge de l'identité, recharge de la pratique religieuse aussi. Alors, il faut toujours faire attention et ne pas se focaliser uniquement sur son objet d'étude. Dans les années 80, on est à l'époque, vous savez, du droit à la différence, qui succède au droit à l'indifférence. On est à l'époque du droit à la différence. Les communautés, les groupes revendiquent une certaine place au sein de la société et les Juifs n'y échappent pas, sur fond de renouveau mémoriel consacré aux années de la Shoah, aux années noires. Donc il y a un regain religieux, notamment à travers des mouvements orthodoxes comme le mouvement Lubavitch. Il y a des questionnements qui se posent, des livres qui paraissent pas seulement le juif imaginaire d'Alain Finkielkraut, mais par exemple le livre de Frank Ashkenazi et Edouard Ventrop dans une enquête, le Talmud et la République, 1991, enquête sur les juifs de France à l'heure des renouveaux religieux. C'est aussi l'époque, nous l'avons oublié, où les juifs doivent se prononcer sur le modèle français de la laïcité. On est après l'affaire des foulards de Creil de 1989 qui interroge les juifs. Et n'oublions pas que une partie, notamment même le grand rabbin de France, Joseph Citruc, demande des accommodements raisonnables en disant qu'ils ne sont en rien incompatibles avec la laïcité. Toutes ces choses-là, nous les avons oubliées, elles font partie du bouillonnement et du pluralisme aussi qu'on oublie, qui a existé à l'intérieur du judaïsme. Mais là encore, vous voyez, c'est un peu une affaire de montagne russe que je développe et décris depuis tout à l'heure. Il y a, je crois peut-être, selon moi, le tournant majeur, peut-être aussi important d'une certaine manière que le tournant de l'affaire Dreyfus ou le tournant des années 30, c'est le tournant des années 2000. Selon moi, nous sommes encore dans ce cycle historique, un cycle qui a commencé au début des années 2000, je dirais même en 2000, au moment, vous le savez, de la deuxième intifada, où il y a eu une importation en France d'un niveau, une importation et une réactivation aussi, parce que vous savez, tous les milieux sont tout à fait enclins à produire de l'antisémitisme, eh bien, un niveau d'antisémitisme dans les actes, je dirais, qui n'avait jamais été atteint numériquement jusqu'alors, et surtout, si vous me pardonnez un jugement, parce que là c'est pas tout à fait une parole d'historien, les Juifs de France à cette époque se sont habitués à une chose qui en réalité à laquelle ils n'auraient jamais dû s'accoutumer, c'est-à-dire la persistance, la présence quotidienne d'un antisémitisme avec lequel ils doivent vivre. Qu'on le voit quand on va devant un lieu de culte qui est extrêmement sécurisé, de
manière quotidienne ou hebdomadaire pour des offices religieux, pour toutes sortes de choses. C'est-à-dire qu'il y a, je dirais, un nouveau rapport à la France, hein, je pèse mes mots, qui est un rapport ambigu, c'est-à-dire, là encore je pèse mes mots, un amour, pour moi, un amour immodéré d'un nombre écrasant de juifs pour la France, qui a pour corollaire une désillusion terrible. La désillusion vient de cet amour-là, ce n'est pas un éloignement, c'est-à-dire que beaucoup de juifs aiment tellement la France qu'ils sont attristés, meurtris dans leur chair de devoir vivre dans ce pays qu'ils chérissent, mais où ils sont menacés. Et pas seulement menacés, puisqu'il y a des morts aussi, l'antisémitisme tue. Et ça, c'est à mon avis un moment de basculement dont nous ne sommes pas sortis. Vous connaissez tous les théories sur le nouvel antisémitisme, l'antisionisme qui évidemment joue un rôle extrêmement important dans tout cela. Et je pourrais vous faire la chronique quotidienne depuis 2000 avec quelques accalmies. On pourrait donner un graphique glaçant, et encore ces graphiques ne donnent pas une image parfaite de la réalité, de ce que sont les actes antisémites en France. Mais j'avais dit dans mon introduction que je ne voulais pas réduire les juifs à l'antisémitisme. Et vous savez peut-être que dans les années 2000, en 2000, 2001, 2002, beaucoup de juifs prédisaient un départ massif de leurs coreligionnaires de la France. J'étais assez jeune à l'époque, mais je n'y croyais déjà pas. Je ne pouvais pas croire, et je n'étais pas historien à cette époque, j'étais un simple lycéen dans les années 2000, mais je ne pouvais pas croire que des individus, des juifs, qui avaient un passé si important, une histoire si importante, si charnelle avec la France, doivent partir massivement. Qu'il y ait des départs, évidemment. Mais je ne crois pas plus aujourd'hui, en 2026, même après ce que la France a vécu au lendemain du 7 octobre 2023, où là encore on a franchi, mais toujours je crois dans ce même cycle inauguré en 2000, des seuils inimaginables, et surtout des brouillages et des reconfigurations politiques, que ce soit d'un côté ou de l'autre, je ne vais pas développer, on en parlera peut-être au moment des questions, des choses que l'histoire ne nous avait pas préparé à vivre, que ce soit d'un côté de l'échiquier politique comme de l'autre. Eh bien, je dirais que malgré cela, en 2026, je ne suis toujours pas convaincu qu'il y ait un départ massif qui soit, même à moyen ou à long terme, l'histoire des Juifs de France. Je n'en suis pas convaincu, j'espère avoir raison, évidemment, et que l'histoire ne me donnera pas tort, mais regardez, depuis 2000, regardez le nombre de synagogues qui se sont ouvertes, le nombre d'écoles, le nombre de livres d'histoire, le nombre d'émissions, le nombre de voyages, le nombre, je dirais, de faits, petits et grands, qui attestent de cette présence du judaïsme, qui attestent, c'était il y a 2 jours la fête de Pourim. La fête de Pourim, c'est la fête de la persévérance du fait juif, hein, c'est un très beau livre d'Annie Trom qui s'appelle Persévérance du fait juif, qui est une étude de 10 livres d'Esther. Je crois que ça nous donne parfaitement, ça corrobore ma théorie, à savoir celle qu'il y a une adversité terrible que les juifs, en fait, sont maintenant, hélas, habitués à affronter. C'est-à-dire un quotidien terrible, une prudence extrême qui ne devrait pas exister, nous en sommes parfaitement d'accord. Mais pour autant, les années avancent, et ces années depuis 2000, ça fait 26 ans. 26 ans, ce sont de nouvelles générations qui grandissent en France, qui sont encore plus enracinées, contrairement à ce que l'on peut penser, même si d'autres évidemment regardent aussi ailleurs et n'ont d'autres objectifs, et c'est bien malheureux, et c'est un échec collectif qui n'est pas l'échec des Juifs, mais qui est l'échec de la France dans son entièreté, que des jeunes aujourd'hui ne croient pas un avenir possible en France. Je dis les jeunes parce que c'est vrai que ceux qui ont déjà vécu leur vie, qui sont déjà installés, évidemment peut-être aussi qu'ils ne croient pas à l'avenir, mais que les forces pleines d'énergie ne puissent pas envisager de conjuguer leur avenir avec la France, c'est un échec qui doit interroger tout un chacun, et pas seulement les Juifs, car l'antisémitisme n'est pas seulement l'affaire des Juifs. Entre 1948 et 2012, il y a eu, selon l'excellent historien Denis Charbit, 85 000 départs, 85 000 alias
vers Israël avec des poussées 2400 en 2002, 2000 en 2003, 3000 en 2005, en 2007 également. Vous le savez, c'est un sujet aujourd'hui qu'aucune famille juive ne laisse de côté. Je vous ai dit, je ne croyais absolument pas à un départ massif. Je n'y crois pas, ça n'a existé, ces départs, que dans des cas d'élitement total de l'État ou dans des cas de décolonisation. Je ne crois pas que si la configuration française reste ce qu'elle est, si l'État demeure ce qu'il est, ce soit possible. Néanmoins, je crois qu'il y a peu de familles et peu de juifs en France qui ne s'interrogent pas sur son avenir. Et ça, c'est déjà extrêmement inquiétant. Et ce qui est inquiétant et triste, si vous me permettez ce discours, c'est qu'on peut penser que beaucoup de ceux qui pensent qu'il n'y a pas d'avenir resteront en France, mais vous voyez qu'ils évoluent avec ce sentiment, avec cet avenir hypothéqué, et quelque chose qui doit interroger l'historien, qui doit interroger le citoyen, qui doit interroger aussi nos pouvoirs publics. C'est-à-dire ne pas simplement s'arrêter aux chiffres en disant finalement il y a peu de juifs qui partent. D'accord, mais combien sont déjà partis dans leur tête et combien sont partis dans leur tête mais resteront? Et heureusement que l'État, que les pouvoirs publics, pas partout hélas, nous savons ce qu'il en est localement, mais dans beaucoup de villes, dont beaucoup de villes que nous connaissons, il y a un courage des pouvoirs publics qu'il faut saluer. Et ça, c'est la grande différence quand on me demande de comparer avec les années 30. Il y a aujourd'hui quand même, je dirais, une réaction de l'État, non pas qu'elle n'ait pas existé dans les années 30, mais qui est beaucoup plus poussée, même si, évidemment, nul n'a la recette pour faire taire l'antisémitisme. Il y a eu un livre il y a quelques années qui s'appelait Le Grand Désarroi, une enquête dans les communautés. Bon, c'est vrai que quand on lit ce livre, on en sort un peu déprimé, on ne voit pas très bien l'avenir, mais je voudrais citer un éditeur, extrait qui est un intellectuel pour moi, qui s'appelle Julien Darmon, un éditeur qui travaille chez Albin Michel, qui a écrit beaucoup de... On les a tous reçus. Magnifique. Et Julien Darmon a écrit récemment un petit texte sur l'avenir des Juifs de France, un texte qui, j'espère, a circulé, où il dit « Nous ne sommes pas prêts à disparaître ». Et il soutient que la France reste un pays où les Juifs ont un rôle à jouer, non pas alors que le modèle républicain, c'est vrai, se griffe, voire plus, mais parce que ce modèle républicain se griffe et que les Juifs ont joué un rôle majeur, non pas dans le modèle républicain, comme d'autres Français ils ont joué un rôle, mais ils ont joué un rôle majeur, je dirais, dans leur identification de Français. C'est-à-dire que les Juifs peuvent témoigner de ce que c'est qu'être des républicains, de croire en la République. Je parlais tout à l'heure des ponts, il me semble que c'est la République qui nous permet aujourd'hui, malgré l'adversité, de maintenir un certain nombre de ponts. Et donc le judaïsme, malgré tout, je voudrais terminer sur cette note-là, reste dynamique. Évidemment, il reste dynamique, il se communautarise, on pourrait le dire d'une certaine manière, par la volonté ou par la force, qu'il suffise de constater le nombre d'enfants juifs qui n'ont pas parfois le choix que d'être inscrits dans des écoles religieuses, enfin dans des écoles confessionnelles, parce qu'ils ne peuvent plus, et c'est terrible, fréquenter l'école de la République, même si ce n'est pas partout, il ne faut jamais noircir le trait. Mais c'est le cas de beaucoup de jeunes juifs aujourd'hui. Comment voulez-vous qu'un jeune juif à qui on a expliqué que sa sécurité n'était pas assurée à l'école ait encore foi en la République? Et malgré tout, beaucoup ont encore foi en la République. C'est un travail collectif qu'il nous faut mener. Alors, je vous avais dit que je voulais qu'il y ait à la fois des moments dans mon récit heureux et des moments moins heureux. Je ne vous ai pas dit que ce serait à 50-50. Vous avez vu qu'il y a quand même des phases plus inquiétantes dans cette histoire, mais des ressources, et je terminerai là-dessus, des ressources qu'il faut urgemment exploiter, qu'il ne faut pas désespérer, à mon avis. J'ai, après une petite discussion avec mon éditeur qui est quelqu'un de formidable, mais j'ai appelé ma conclusion provisoire. Il m'a dit pourquoi provisoire? J'ai dit parce que je ne peux pas trop m'avancer. Pour le moment, c'était en début 2024 ou fin mi-2024. Les choses n'étaient pas très claires, on peut le dire. Je ne dis pas qu'elles le sont plus, mais bon, tout de même, un petit peu plus. J'ai dit voilà, je ne peux pas m'avancer pour le moment. Ce que je viens de vous dire, je l'ai développé dans la conclusion de mon livre.
En fait, je crois que nous sommes en ce moment dans ce que le judaïsme connaît souvent, c'est-à-dire un temps suspendu où tout le monde retient son souffle. Et parfois, quand on est dans un temps suspendu, nul ne connaît l'avenir. On sait que les historiens sont de bons prophètes, mais pour prédire le passé, moi je ne peux pas vous dire ce qui se passera demain. En revanche, je peux regarder vers le passé, et ce passé nous offre des ressources pour voir. Vous avez vu quand même les moments d'adversité, les moments d'effondrement que je vous ai décrits, et les reconstructions à chaque fois. C'était dur, mais elles ont existé. Peut-être sommes-nous dans un moment de ce type. Je ne sais pas si nous sommes déjà à la reconstruction ou encore dans le moment de l'adversité, mais les ressources existent. Il faut, je crois, s'appuyer sur le passé pour avoir foi malgré tout en l'avenir et se souvenir, comme le disait le regretté Raphaël Drahi dans un de ses livres, que l'identité juive est une identité humaine. Et je vous remercie. On peut passer pour avoir foi en l'avenir, c'est ce que nous faisons à Montpellier, à l'Institut Maïmonide, depuis maintenant 25 ans, cher Roger, cher M. Elgui, notamment avec Michael Delafosse, puisque nous avons comme ambition d'édifier un espace muséal sur effectivement le site de la Baraderie avec notre ami Alain Zimmermann. Et c'est quelque chose qui est important effectivement quand on songe à la présence forancière des Juifs, non seulement à Montpellier, mais dans toute l'ère hexagonale. Vous nous avez offert, de manière savante, mais vous avez su vulgariser un beau cheminement de l'histoire des Juifs de France, cette vitalité du judaïsme français. Alors vous avez effectivement proposé un panorama dans un laps de temps très court, relativement complet. Vous avez parlé des différentes expulsions, notamment en France. L'expulsion italienne est intéressante, c'est la création du ghetto, une expulsion à l'intérieur. Quelque chose, effectivement, est original, et toujours pour nous de rappeler qu'ici, en provincial, vous avez parlé des Ashkénazes, des Séfardim, mais ici on oublie souvent les Provençaux. Je m'en veux. Moi qui habite en plus à Nice. Où il n'y avait point de ghetto, mais des quartiers ouverts à l'habitat judéo-chrétien. Mais merci de rappeler effectivement qu'ils étaient 40 000 dans le Royaume de France pour l'époque médiévale, de repréciser pour nous autres chauvins montpelliérains qu'ils ont été expulsés, non pas à l'été 1306, mais en octobre, un petit peu plus tard. Et on le doit évidemment au monarque Philippe le Bel, quand Charles VI, dit le fou, a effectivement vidé les dernières poches résiduelles des Juifs. Vous avez parlé brièvement de la Haskalah, de la Aufklärung, de Moïse Mendelssohn, et dans cette absence de Juifs dans le Royaume de France, du Moyen-Âge à la Révolution française, il faut préciser que dans notre région héroltaise, ils eurent des autorisations au moment des foires pour venir. Ils sortaient des effectivement carrières comtadines, et beaucoup étaient d'origine languedocienne, pour venir œuvrer, pour venir travailler notamment dans la ville de la montagne, c'est-à-dire Montpellier. Et pour le XIXe siècle, vous avez évoqué effectivement Napoléon, et l'on doit des consistoires. Nous avons reçu fréquemment Chaim Corsia et Elie Korchia pour parler effectivement de la situation des Juifs de France, et représente des nobles institutions voulues par effectivement Napoléon pour intégrer ce judaïsme français. Alors, je ne vais pas reprendre ce que vous avez dit, mais de manière moins bonne, bien évidemment. Mais cette histoire, finalement, des Juifs en France, tant faste, tant obscure, ils sont expulsés tôt, mais ils sont émancipés tôt. Félicitations aussi pour votre travail, et quand je relis la bibliographie, on les a pratiquement tous reçus. C'est ce qu'on vous fait rire. Pierre Birnbaum, Sylviane Goldberg, André Caspi. Et pour le livre Dictionnaire du judaïsme français de Lesselborg, j'ai écrit sur mon... Bon, voilà, je referme la parenthèse. Henri Bresque. Je vais venir à Montpellier. Henri Bresque, de la coquetterie. Henri Bresque sur les Juifs de Sicile, Michel Vignoc, Théo Klein. En 2000, Shmuel Trigano, Annette Vivorca, Julien Darmon, coordonné avec Jean Pétapart. On citera plus tard. Il dira on l'a reçu, j'ai le Et même dans 20 ans. Absolument. Je ne sais pas si je serai toujours là,
Mais on dira, nous avons reçu Jérémy Gage, et grâce notamment à Christine Timonet, à qui je vais donner le micro tout de suite. Pour ce qui est de Vichy, repréciser que c'est un antisémitisme d'État national qui n'a rien à envier, évidemment, à l'antisémitisme nazi. Les Français n'avaient rien à envier à leurs frères allemands, hein, quant à la judeophobie, quant à la haine, quant à la peur du juif, quant à la haine du juif, bien évidemment. Et ce personnel législatif répressif qui comporte 400 lois, ordonnances, décrets, vous avez parlé du statut des juifs, on pourrait parler aussi de l'organisation économique et des lois qui sont mises sur pied, je crois, si le statut c'est en octobre, je crois en septembre, un mois plus tôt. Bref, dans ces temps fastes et ces temps obscurs, dans ces temps positifs et ces temps négatifs. Pour la période contemporaine, puisque vous m'avez enlevé la question, c'était, sans vouloir jouer Michel de Nostredame, quel sera l'avenir? Que pourrions-nous retenir de ces années-là, de positif? Vous avez en partie là aussi répondu en disant cette vitalité du judaïsme français, pléthore d'associations, de publications, d'écoles. Est-ce qu'il y aurait quelque chose d'autre que vous pourriez convoquer à l'esprit pour donner de l'espoir à ces juifs hexagonaux, heureux comme un juif en France? Ils ne sont pas heureux, les juifs, aujourd'hui. Ils ont peur. Alors j'exagère un peu, sans doute beaucoup. Voilà. Mais alors, c'est toujours, si vous passez cette... Je ne vais pas parler de moi, mais en ce moment, les gens, vous savez, quand vous rencontrez quelqu'un, vous dites alors comment vas-tu? Je dis dans ma vie, ça va, après le reste, c'est plus compliqué. Moi, je pense qu'il y a des juifs qui sont très heureux dans leur vie privée aujourd'hui, qui continuent à avoir des projets ici même en France, qui ont de l'espoir, même s'il est difficile. C'est le destin collectif qui est compliqué. Mais je crois que tous les destins collectifs, et même celui de la France, aujourd'hui, est un destin qui pose question. Nous voyons bien des vents mauvais revenir, des choses extrêmement inquiétantes qui anciennement étaient cantonnées aux ouvrages d'histoire réapparaître sous nos yeux. Mais moi, je ne dirais pas que les Juifs sont malheureux, ils n'ont pas de quoi être complètement heureux, ça c'est sûr, mais ils sont encore là. Alors, vous disiez que retenir de positif? J'ai déjà dit un certain nombre de choses, je n'ai pas parlé de la culture, mais quand on voyage, c'est mon cas, beaucoup dans le cadre soit de ma vie familiale, soit de ma vie professionnelle, on observe des modèles. Je peux vous dire qu'il y a peu de pays où la présence de ce qu'on pourrait appeler le fait juif en général, l'humour, le cinéma, la musique, est aussi marquée dans la société. Christine, tout à l'heure, a dit, et ça c'est quelque chose qui me tient à cœur, vous le savez, notamment au sein de l'association des professeurs d'histoire-géographie, Christine a dit qu'on n'enseignait pas, c'est vrai, avant beaucoup, ou en tout cas dans beaucoup de lieux, l'histoire des Juifs. Moi, je le fais à Nice sans l'ombre d'une difficulté. Et ça existe dans beaucoup d'universités, ça existe dans beaucoup... On a des programmes, on a des colloques, on a une présence, je dirais, du judaïsme un peu partout, et y compris, et j'insiste sur ce point, porté aussi par des gens qui ne sont pas juifs, parce qu'il ne faut pas oublier ça aussi, et qui ont à cœur de souligner cette dimension de la France, tout simplement, qui est quand même assez remarquable. J'ai des amis, sans je ne veux pas faire des comparaisons excessives, mais de bons amis qui enseignent dans des universités américaines, où je peux vous dire que la situation est bien différente. Oui, mais publié. C'est une opinion aux États-Unis. Moi, j'ai des collègues, par exemple, qui me racontent, des gens extrêmement éminents, qui me racontent que faire un cours sur l'histoire des Juifs aujourd'hui dans certaines universités américaines devient impossible. C'est pas que ça devient compliqué. Alors en France aussi, hein, tout n'est pas rose, mais dans la majorité, ça je tiens quand même à le dire, des universités, ça ne veut pas dire, ce n'est pas parce que la majorité des cas se portent bien qu'il ne faut pas s'inquiéter des cas où ça va mal, mais dans la majorité des cas, pour moi ça fait 7 ans que j'ai mon poste à l'université de Nice, ça fait quasiment 7 ans que je donne un cours qui s'appelle Histoire du judaïsme et des minorités en France, ou l'immigration du judaïsme, je ne sais plus comment ça s'appelle le cours. Je n'ai jamais eu l'ombre d'un problème avec le moindre étudiant. Je peux entendre de temps en temps une question qui peut être pernicieuse, etc. Ça arrive. Je ne me suis jamais, je tiens quand même à apporter ce témoignage, je ne me suis jamais heurté avec mes collègues d'autres universités ou de mon université
à la moindre remarque aigre-douce par rapport aux sujets de recherche sur lesquels je travaillais. Je n'ai jamais eu l'ombre d'un problème pour obtenir des subventions, pour organiser des colloques ou faire venir des collègues sur ces sujets. Alors bien sûr que tout n'est pas rose, que de temps en temps nous sommes pris, et moi aussi, hein, ne croyez pas que je vis dans une grotte ou dans une tour d'ivoire, je suis moi aussi pris par le désespoir, je peux m'inquiéter aussi pour l'avenir, mais je dois aussi reconnaître parfois, et même souvent, qu'il y a matière à espérer dans cette symbiose culturelle, dans cette symbiose aussi sociale qui se délite, c'est vrai, qui dans certains endroits, moi j'ai grandi dans la banlieue parisienne, les choses n'étaient pas roses du tout, et je sais très bien que tout n'est pas rose du tout partout, et que, hélas, les réponses ont été aussi un peu tardives hein, à des choses sur lesquelles certains alertaient déjà dès les années 80 ou 90, c'est ainsi. Mais voilà, moi ce que je retiens, c'est cette présence. Or, il y a beaucoup de pays, y compris des pays européens, où cette présence n'est pas aussi importante, où cette symbiose n'est pas aussi évidente. Alors bien sûr, qu'on parle beaucoup des Juifs et qu'on en parle aussi un peu trop à tort et à travers, et qu'en ce moment nous assistons à des choses qui sont épouvantables, et que nous entendons parler des Juifs comme nous ne devrions pas en entendre parler, je ne le dis pas, mais voilà, je crois aussi, enfin, moi si vous voulez, là c'était... J'espère faire œuvre d'historien en disant cela. Mais je me souviens très bien dans les années 2000 quand on prédisait une fin proche, et je me dis 26 ans plus tard, c'est peut-être rien 26 ans, mais c'est quand même à l'échelle d'une vie, ça compte 26 ans plus tard, bah, vous avez encore une population juive importante, alors qu'il n'est absolument pas, à mon avis, de 600 000 personnes comme on le dit régulièrement, hein, mais en tout cas une population juive qui existe, qui se maintient, qui a des enfants, qui vit son judaïsme plus ou moins facilement. Et voilà, je pense que les digues existent, elles sont fragiles, mais elles existent encore. Voilà, c'est mon point de vue. Alors, ce que je voulais souligner par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que ce que tu expérimentes dans ton travail à l'université, moi c'est la même chose au lycée, puisque j'ai travaillé d'abord à Nice, ensuite assez longtemps en Picardie, maintenant en région parisienne, je suis dans un très gros lycée du Val d'Oise, où on entend souvent dire qu'on ne peut pas enseigner la Shoah, qu'il y a des problèmes entre communautés. Mais pas partout. Pas partout. J'ai probablement les seuls élèves de France dans un lycée public qui savent ce que c'est que le sabbatisme et le franquisme. Donc, moi je me crois beaucoup à la micro-histoire locale pour travailler sur l'histoire de la Shoah, pour montrer qu'en fait ça commence près chez soi avant de continuer à l'autre bout de l'Europe, et aussi la micro-histoire du passé pour que les élèves comprennent que les Juifs sont là depuis très longtemps et qu'ils ne doivent pas les assimiler à des étrangers, qui sont pleinement français. Alors je voulais que tu reviennes quelques minutes, parce que après je pense qu'il y aura beaucoup de questions, sur les années qui précèdent la Révolution française. Parce qu'en fait, on ne se rend pas toujours compte que c'est Louis XVI qui a supprimé le gage corporel dont souffraient les Juifs en Alsace, qui a eu 2 décrets d'émancipation. Le premier en 1790, ça a été beaucoup plus facile pour donner la citoyenneté aux Juifs portugais et aux Juifs du Comtat, et beaucoup plus compliqué pour les Ashkénazes de Lorraine et d'Alsace. Je pourrais revenir un petit peu là-dessus. Oui, alors tu as dit déjà beaucoup. Bon, c'est une situation extrêmement complexe où, en fait, la situation dépend beaucoup de données, évidemment la géographie, le rapport avec la société ambiante. Ce sont des années tout à fait passionnantes à étudier. Il faut voir aussi quelles sont les opinions des Juifs eux-mêmes sur ce processus. Et vous avez par exemple les Juifs du Sud-Est qui ont tenu parfois à se désolidariser, par exemple les Juifs du Nord-Est. Donc il n'y a pas de mouvement, je dirais, commun, national qui existe à cette époque. Et il y a une prise de conscience par à-coup de l'État, avant comme après la Révolution. Malesherbes va jouer un rôle, etc. Bon, mais il ne faut pas oublier aussi que peu après le déclenchement de la Révolution, les Juifs
Juifs sont à tel point victimes de haine, comme très souvent dans les moments de crise en France, que le roi les prend quand même sous sa protection. Il ne faut pas oublier cela. Alors, je développe tout ça de façon très rapide dans le livre et je m'en excuse. Mais en tout cas, on a, je crois, ce que j'ai appelé des constellations juives en France. C'est-à-dire beaucoup de situations extrêmement localisées et pas de mouvement, comme tu le disais, pas de mouvement uniforme. Voilà, je crois ce qu'on peut dire sur les années d'avant-guerre. Bon, je ne sais pas ce que je développe le plus, mais évidemment, et je ne parle pas du Juif de Montpellier, c'est quelque chose que je corrigerai dans une prochaine édition, je le promets. Mais voilà, je pense qu'il faut comprendre qu'il n'y a une histoire, entre guillemets, collective des Juifs qu'après 1791. Auparavant, il y a une histoire par à coup, et encore même après 1791, en 1808, par exemple, le décret ne concerne pas tous les Juifs de France. C'est une histoire extrêmement riche, et ces années sont assez peu oubliées. Alors, il y a un très bon livre qui en parle, et puis j'aime beaucoup ce livre parce qu'il est dans une dimension comparative. C'est le livre de Patrick Cabanel, qui est sorti il y a 1 an ou 2. Est-ce qu'il est venu, Michael, Patrick Cabanel? Qui s'appelle On l'a reçu, il était dans mon jury de thèse. Ah, c'est bien, C'était pas le plus sympa, il n'avait pas lu mon mémoire de maîtrise, donc je ne peux pas lui en vouloir. Bon, je ne dis rien là-dessus. Patrick Cabanel a écrit en 2024 un livre qui s'appelle Le droit de croire, où il raconte très bien ça. Puis surtout le fait que finalement, je ne l'ai pas dit, en vérité j'aurais dû le dire, et ta question m'invite à le dire, que sont les Juifs? Ils ne sont ni des étrangers, ni des rénicoles, comme on dit, ni des racines assimilables. Voilà, c'est ça. Ils ne sont, c'est horrible à dire, enfin, je ne vais pas dire ils ne sont rien, c'est une phrase affreuse, mais juridiquement, ils n'ont pas de statut. Et le fait que cela perdure jusqu'en 1791 nous en dit long. Ils sont considérés comme des nations, comme des points, comme des espèces de poches à l'intérieur d'une société, au moment où on n'envisage pas